Bienvenue dans le premier épisode du cursus. Si tout va bien, si je fais pas une crise de paresse entre les deux, ce parcours devrait nous emmener de Socrate jusqu'à la philosophie contemporaine. C'est un vrai bonheur pour moi de pouvoir transmettre ce que je connais, de pas le laisser mourir dans un coin de ma tête, j'ai besoin de ça. Socrate donc, père de la philosophie, référence absolue dans l'histoire de la pensée, Socrate était pourtant de son vivant quelqu'un d'assez controversé, en tout cas suffisamment détesté pour être condamné à mort. Souvent on lui donnait des surnoms désobligeants, liés à son physique ingrat, mais plutôt que de s'en vexer, Socrate les a habilement repris à son compte, a fini par les revendiquer, et la meilleure façon pour moi de vous le présenter, c'est de passer en revue ces 3 surnoms. Premièrement, Socrate est un temps. C'est un empêcheur de tourner en rond. Il aborde les passants dans la rue, il les interroge sur leur vie, sur leurs convictions, et assez rapidement pointe leurs contradictions. À ce moment-là, 2 choses sont possibles. Soit la personne se vexe et grossit le rang des ennemis. Arrêtez de poser ce genre de questions. Soit elle est piquée au vif et se met en quête de la vérité. L'affrontement initial entre Socrate et son élève est donc le moment clé. La personne peut se vexer et manquer l'occasion offerte, mais elle peut aussi accomplir un pas de géant dans sa vie. Reconnaître sa propre ignorance. C'est la capacité cruciale pour faire de la philosophie et c'est une capacité rarissime. Heureusement que tous les professeurs de philosophie en sont pourvus. À ce sujet, les psychologues ont fait une observation intéressante. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Plus on sait de choses, plus on doute de ses capacités. Moins on sait de choses, plus on se sent compétent. Socrate l'a donc compris avant tout le monde. Le grand obstacle qui se dresse sur le chemin d'un éducateur, ce n'est pas l'ignorance de l'élève, c'est l'illusion du savoir. Celui qui croit savoir ne cherche pas la vérité. Deuxième surnom, Socrate c'est aussi une rhétorpie. Si la première phase s'est bien passée, si l'élève ne s'est pas vexé, il est à ce moment-là paralysé. Il est paralysé par la rhétorpie Socrate. Vous savez que les rhétorpies, pour attaquer leur proie, les paralysent par une décharge électrique. Cette paralysie est une paralysie de la parole. La personne est soudainement incapable de répondre. Mais c'est aussi une paralysie de l'action. Lorsque je suis plein de certitude, je ne connais pas l'hésitation. Mais dès lors que commence le questionnement, je deviens moins décidé. Je ne fais plus mon travail comme un bon petit soldat. C'est pourquoi beaucoup de gens évitent cet état de paralysie. Les sportifs disent « à raison, je ne me suis pas posé de questions ». Parce que se poser des questions, remettre en cause, innover, c'est la meilleure façon d'échouer. Le questionnement est aussi ce que redoutent les insectes dansants. Il était une fois un mille-pattes qui dansait d'une manière éblouissante. Jalouse, la grenouille lui demande « mais comment fais-tu pour si bien danser ?» Est-ce que tu projettes ta patte numéro 18 avant de tourner sur ta patte 45 et de finir sur un entrechat de pattes 112 et 113 ? Le mille-pattes se mit à réfléchir à cette question toute la journée, et le lendemain, au moment de se produire devant les insectes du coin, il se rend compte qu'il ne sait plus danser. Le questionnement est paralysant. On peut dire que Socrate inverse la courbe habituelle de l'apprentissage. Normalement, plus on apprend, plus on automatise, moins on pense et moins on hésite. Apprendre à conduire, c'est pouvoir conduire sans réfléchir à la pédale d'embrayage. Apprendre à marcher, c'est marcher sans y penser. Au contraire, ce que fait subir Socrate à ses élèves, c'est le chemin inverse. Rendre plus conscient, moins automatique, et par conséquent, rendre les gens moins efficaces et moins décidés dans un premier temps. Cette paralysie est en fait le reflet de la paralysie de Socrate lui-même. Je suis stérile en matière de sagesse, je ne fais que communiquer mon propre embarras, je sais que je ne sais rien, voilà le leitmotiv bien connu de Socrate, qui le distingue des professeurs de sagesse, qui détiennent ou prétendent détenir les vérités cachées. Mais si Socrate paralyse, est-ce à dire qu'il est simplement un nihiliste qui prend plaisir à détruire les convictions d'autrui ? En aucun cas, parce qu'en troisième lieu, Socrate est également une sage-femme. Ce surnom ne vient pas de ses ennemis, mais de lui-même, ou plutôt de sa mère qui pratiquait le métier de sage-femme. Socrate dit « Au fond, je fais le même métier que ma mère ». Parce que de la même manière qu'elle aide les femmes à accoucher d'un corps, à accoucher d'un enfant, moi j'aide l'âme de mes disciples à accoucher des vérités qui étaient présentes en eux à l'état embryonnaire. Je les accompagne dans ce processus difficile, je leur fais violence quand c'est nécessaire, je sais distinguer les fausses couches des vraies productions, je ne produis rien de moi-même, j'en suis incapable, mais j'aide les autres à le faire. Bref, je suis un disciple de la déesse Maya, déesse des accouchements, et mon art s'appelle la maïeutique. Pour la maïeutique, rien n'est aussi intéressant que ce qui se trouvait déjà en nous-mêmes. Bourrer le crâne avec des connaissances étrangères
est foncièrement inefficace. Comme le dit Socrate une fois avec ironie, « Quelle bonne affaire ce serait, Agathon, si la sagesse était chose de telle sorte que de celui de nous qui est plus plein, elle coulât dans celui qui est plus vide. » En résumé, après l'attaque du temps, après la phase destructrice et paralysante de la rétorpie, la méthode socratique connaît une troisième phase, positive et constructive, celle de la sage-femme. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un peu plus précisément des vérités dont Socrate fait accoucher. D'ici là, vous pouvez consulter les sources que j'ai utilisées pour cette vidéo. Pour la théorie des trois surnoms, c'est les considérations morales de Hannah Arendt. Pour la métaphore de la rétorpie, ça se trouve dans le Ménon de Platon. Et pour la maïotique et la sage-femme, ça se passe dans le Théétète. D'ici là, portez-vous bien.